faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Bigger, bolder, faster. Bonjour à tous, je vous laisse vous installer tranquillement. Alors, moi je suis Capucine Ribert, je suis chargée de projet au Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes et je fais également une thèse sur la thématique des aidants, d'où ma présence aujourd'hui. L'idée de cette conférence, c'est de vous présenter un peu ce que c'est qu'être aidant, quelle est la problématique de santé publique qu'il y a autour, et puis voir les difficultés auxquelles les aidants sont confrontés. Et puis surtout, il y aura une partie sur les ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est aidant ou qu'on connaît quelqu'un qui est aidant pour l'aider, pour l'accompagner au mieux et le soutenir de la meilleure manière possible dans son rôle d'aidant. Alors peut-être en introduction... je vais vous présenter rapidement le Gérontopole Aura. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. On est une association loi 1901 qui est basée à Saint-Étienne, mais on rayonne vraiment sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est un centre de ressources, de preuves et d'expertise en gérontologie, qui est à distinguer de la gériatrie. Donc nous, on est vraiment sur la gérontologie dans son entièreté. Donc comment on prend en charge la personne âgée dans la société, comment on la prend en compte. On a pas mal d'axes de travail. On fait de l'accompagnement de solutions et de dispositifs en gérontologie. On fait de la recherche aussi, comme l'exemple de la thèse sur les aidants. Et puis, on fait de l'animation de réseau. L'idée, c'est de fédérer les acteurs de la gérontologie ensemble pour discuter de thématiques de santé publique, de société, avec la volonté de vulgariser et transmettre en tout cas les productions scientifiques qu'on fait au Gérontopole, les transmettre aux professionnels de santé ou aux seniors ou au grand public de manière générale. On travaille sur plein de thématiques avec 6 axes de travail. On travaille autour du parcours de prévention et de promotion de la santé. Donc ça, c'est une dimension qui est très large, qui englobe plein de choses. Le parcours et l'optimisation du soin. Donc comment on passe de l'hôpital au domicile ou du domicile à l'hôpital. On accompagne l'innovation. Aussi sur des porteurs de projets, des entrepreneurs qui ont des solutions à destination des seniors. On va les accompagner. Est-ce que c'est bénéfique ou pas, avec une démarche neutre et scientifique. On n'est pas là pour promouvoir tel ou tel dispositif. On est vraiment là pour rendre compte de ce qui fonctionne ou ce qui peut être amélioré. On travaille également sur l'habitat, l'urbanisme, la mobilité et globalement l'aménagement du domicile en lien avec le vieillissement. On a aussi un axe de travail autour de l'éthique, de l'impact sociétal. On travaille sur l'agisme, les discriminations liées à l'âge. Et puis, on travaille aussi de manière transversale sur l'attractivité des métiers du grand âge. On fait des formations auprès de services civiques qui interviennent dans des EHPAD pour valoriser aussi ce travail auprès des seniors de manière générale. Et puis, pour finir, donc, je vous l'ai dit, on est une association régionale, mais en fait, des gérontopoles, il y en a dans toutes les régions. Et maintenant, on est fédéré en Union des gérontopoles de France. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, aussi au regard de tous les projets du travail qu'il y a à faire sur notre territoire. Voilà, très rapidement, donc on est une équipe assez pluridisciplinaire. On travaille sur plein de domaines, de la psychologie, de la santé publique, de la science politique, des biostatistiques et j'en passe. L'idée c'est d'avoir des approches complémentaires pour avoir une vision assez globale du vieillissement et de la prise en charge de la personne âgée. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose une présentation en 3 grandes parties. Tout d'abord, finalement, définir ce que c'est qu'un aidant et quelles sont les caractéristiques des aidants. Une deuxième partie sur ce que nous dit la recherche, ce qu'on sait déjà scientifiquement sur les problématiques qui sont associées au fait d'aider un proche, avec des enjeux qui sont individuels et sociétaux. Et puis, pour finir, comme je vous le disais, des pistes de solutions et ce qui existe déjà sur nos territoires pour venir en soutien aux aidants.
Pour introduire cette conférence, je vous propose peut-être de prendre un pas de recul sur la notion d'aidant et puis de parler un peu de la famille. Parce que la famille, c'est quand même un pilier central dans notre société. Donc je vous propose une définition qui est que la famille est l'ensemble des personnes apparentées par la consanguinité et ou l'alliance. On a des définitions de la famille où on ne prend pas du tout en compte l'alliance. Donc on a cette dimension aussi de couple qui est assez importante. Et puis cette notion de familialisme où c'est la tendance à mettre en avant l'importance de la famille dans notre société avec, à partir des années 70, de grosses transitions au niveau de ces modèles familiaux traditionnels qu'on connaît et puis l'individualisation des identités au sein de la famille, des familles monoparentales recomposées, etc. Donc différents schémas qui viennent s'agencer depuis ces dernières années et qui viennent un petit peu bousculer les modèles qu'on a connus jusqu'ici. Ajouté à cela, on a un enjeu de vieillissement de la population avec une forte augmentation de la part des seniors en France, avec, vous le voyez en bleu là sur le côté, la proportion des personnes de 60 ans et plus qui passe de 19% dans les années 1990 à plus de 27% en 2024. Donc forte augmentation qui se vérifie aussi chez les 65 ans et plus et les 75 ans et plus. Associé à ça, une augmentation de l'espérance de vie, donc les personnes vivent plus longtemps. Et puis, ce qui nous fait que on a un nombre de personnes âgées qui vont être en situation de perte d'autonomie de plus en plus important. On a une projection sur 2060 où on voit qu'on estime à 2,4 millions de personnes versus en 2012, on est à 1,2. Ça nous pose la question de comment finalement la société elle s'adapte à ces enjeux de vieillissement, qu'est-ce qu'on met en place et puis comment on prend en charge nos aînés dans notre société. Et puis qui va s'en charger puisque on a des professionnels de santé certes, mais on le sait ils sont peu nombreux et donc j'en viens à ma question des aidants. Pour vous faire un petit peu participer, à main levée, qui connaît le terme aidant ? Vous êtes aidante. Donc peut-être parmi vous, il y a des aidants ou vous connaissez peut-être des personnes qui sont aidantes. Voilà. Donc les aidants, alors il y a plein de définitions de ce que peut être un aidant. Je vous en propose une qui est que c'est un aidant familial ou une personne qui réside avec la personne aidée et entretient avec elle des liens qui sont étroits et stables, qui lui vient donc en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou une partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. C'est une définition qui est à la fois assez précise et assez large. Précise dans le sens où on voit qu'il y a une dimension de lien. On a forcément un lien avec la personne qu'on aide, donc on est soit de la famille, soit on a des liens étroits et stables. On a cette notion de récurrence. L'aide, elle est apportée de manière régulière et fréquente. Et puis surtout, c'est quelque chose qui est non professionnel. On le distingue d'ailleurs des aidants professionnels. On peut retrouver cette appellation parfois dans de la littérature, dans des documents, etc. Les aidants professionnels, c'est tout simplement les professionnels de santé, en fait, ou toutes ces personnes qui interviennent auprès des personnes malades, handicapées, en situation de perte d'autonomie. Donc les aidants, voilà, ce sont des proches. Alors il y a plein d'appellations différentes. On peut parler de proches aidants, d'aidants familiales, d'aidants informels. Des dents naturelles parfois, alors c'est des choses qui sont assez controversées parce c'est pas forcément naturel d'être aidant. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande diversité des dents qui dépend du type de relation entre les deux personnes, la récurrence de l'aide qui est apportée et puis le type d'aide aussi. Quelques chiffres. Alors, les aidants aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu une idée de combien ils sont. On estime qu'ils sont 10 millions en France qui apportent donc une aide soit à un parent, un enfant, un conjoint ou un proche de manière générale qui est en perte d'autonomie du fait de l'âge, d'une maladie ou d'un handicap.
Cette comptabilisation, elle n'est pas évidente. Il y a certaines études qui ont été menées, notamment en demandant aux personnes aidées si elles avaient quelqu'un qui les aidait. On ne trouve pas du tout les mêmes chiffres. Parfois, c'est 4 millions. Alors maintenant, avec des 2025, 2024, etc., on a des études qui montrent que quand même, on est entre 9 et 11 millions. Donc ça se précise un petit peu. Mais c'est un chiffre qui est sans doute bien sous-estimé. Si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe en Europe, on estime qu'il y a environ 28% de la population européenne qui apporte une aide fréquente à un proche. Donc c'est quand même presque un tiers de la population européenne. Et puis, chiffre quand même assez intéressant, 80% des soins qui sont effectués à domicile le sont par un aidant proche en Europe. Donc ça dit beaucoup aussi de la manière dont on soigne et dont on s'occupe de nos proches en Europe, c'est-à-dire que ce ne sont pas des professionnels mais bien des proches qui effectuent ces tâches alors qu'elles soient du quotidien ou même parfois de soins. Je vous l'ai dit, les aidants, ça peut être, ils ont multiples visages. Alors, je vous propose ici quelques exemples de configuration aidant-aidé. Ça peut être une personne active qui va s'occuper de son parent retraité en perte d'autonomie, donc une personne qui a environ 50-55 ans, qui s'occupe de son parent, son père ou de sa mère. Ça peut être une personne aussi qui est retraitée, qui va s'occuper de son parent aussi retraité. Donc on est sur une personne qui a 65 ans, peut-être 70 ans, qui s'occupe de son parent qui en a 90. Ça peut être des personnes, des parents qui s'occupent de leur enfant qui est malade, porteur de handicap, donc des aidants qui sont soit actifs ou même à la retraite pour certains. Ça peut être des jeunes qui s'occupent de leurs parents malades, porteurs de handicap, un jeune qui va s'occuper de ses parents malentendants. Donc toute sa vie, toute sa jeunesse en tout cas, il va être aidant. Et puis on a aussi dans les relations de couple forcément des couples de retraités dont l'un va être aidant et l'autre malade ou en perte d'autonomie. Et puis ça arrive aussi forcément dans des couples de jeunes actifs ou d'actifs, dans le cas d'un cancer par exemple, ou d'autres types de pathologies. Tout ça pour vous dire que finalement, c'est difficile de dresser le portrait de l'aidant, parce que les situations sont tellement multiples et complexes que les aidants ont plein de visages, et voilà, chaque situation d'aidant, c'est spécifique. Pour ce que je vais dire ici aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux aidants de seniors à domicile, ou en tout cas en lien avec le vieillissement, parce que déjà c'est ma thématique de recherche, et puis parce que c'est aussi la thématique de cette journée. Les aidants de seniors, c'est 4 millions de personnes en France, avec des moyennes d'âge de 73 ans quand il s'agit du conjoint, du frère, de la sœur, en tout cas la personne de même génération qui s'occupe de la personne malade. Et puis, pour la génération en dessous, donc les enfants, nièces, neveux, etc., on est sur une moyenne d'âge de 53 ans. Plus de la moitié des aidants sont des femmes. Et puis, on voit sur le graphique un petit peu les proportions. C'est principalement... presque la moitié sont des enfants. Alors, soit en général, ils cohabitent pas avec leurs parents malades, mais ça arrive. Des conjoints et puis voilà, d'autres types d'aidants. Alors finalement, ces aidants, qu'est-ce qu'ils font? En quoi ils aident? Eh ben, on a distingué maintenant, on arrive à savoir qu'il y a 3 grands types d'aides apportées. Les aides à la vie quotidienne, le soutien moral et puis l'aide financière. En termes de proportion, le soutien moral est celui qui est le plus représenté avec 6,4 millions de personnes, avec juste derrière l'aide à la vie quotidienne. Donc c'est assez équivalent en termes de soutien. Et puis l'aide financière, un peu à la marge, c'est quand même moins fréquent pour les aidants. L'aide à la vie quotidienne, elle peut être de multiples sortes. Je vous les ai mis ici par ordre de fréquence. Donc c'est une étude qui a été faite auprès des aidants, ce qui revenait le plus dans les tâches qu'ils décrivent. Forcément, l'aide aux courses, la prise de médicaments, donc ça veut dire faire le piluli de la personne, vérifier qu'elle a bien pris tel médicament à la bonne heure, etc., qu'elle ne s'est pas trompée. L'aide aux démarches médicales, ça veut dire emmener son proche chez le médecin, prendre les rendez-vous, vérifier que tous les examens sont faits au bon moment.
Le ménage, forcément, l'aide aux tâches administratives, donc gérer les soutiens financiers s'il y en a, les budgets, etc. Les comptes, en fait, tout simplement. Aide au bricolage, ça revient un peu moins, mais c'est assez évoqué aussi. On a tout ce qui est l'aide à la toilette et à l'habillage. Ça, c'est assez étonnant, c'est qu'on le retrouve peu finalement. C'est pas celui qui est évoqué le plus souvent. Ça s'explique parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être assez dérangeant pour les aidants. En tout cas, c'est plus facile pour eux de demander de l'aide sur cet aspect-là. Qu'on ait quelqu'un qui vienne à domicile pour faire la toilette du proche, l'aider à l'habillage, etc. Ou parce que physiquement, c'est difficile aussi de faire ça. Voilà pour ça. Et puis l'aide pour manger. Et puis de soutien dans l'autonomie de la personne, tout simplement. Et puis forcément le soutien moral et l'aide financière. Voilà pour ça. Et finalement, donc le fait d'être aidant, on le sait très bien maintenant aujourd'hui, c'est quelque chose qui a des impacts sur la santé de l'aidant qui sont non négligeables, des impacts qu'on connaît bien sur la santé physique et la santé mentale et psychologique. Pour ce qui est de la fatigue mentale, donc on recense beaucoup d'éléments, la fatigue morale, du stress. Le stress, c'est 3/4 des aidants qui se sentent stressés. Des prédispositions aux symptômes dépressifs, forcément quand on a un contexte comme ça anxiogène et une situation difficile à gérer. Des troubles du sommeil, donc ça pareil, plus de la moitié des aidants. Au niveau d'épuisement, de frustration, de colère, de culpabilité, ça je les détaillerai un petit peu par la suite. Et puis aussi une perte d'identité parfois, perte d'estime de soi quand ce rôle devient très intense et nous dépasse un peu finalement. Fatigue physique, donc les impacts physiques forcément pour la moitié des aidants avec des problèmes de dos qui sont recensés entre autres. Toutes ces conséquences, on l'appelle le fardeau de l'aidant ou la charge de l'aidant. Donc c'est quelque chose qui est vraiment connu maintenant et reconnu surtout. Donc voilà, qui va toucher les aidants de manière plus ou moins intense et qui est propre à chacun. Mais en tout cas, c'est vraiment des choses qui sont très communes chez les aidants. Alors là, j'ai une petite vidéo pour vous montrer. Donc c'est une vidéo, c'est un aidant qui a 33 ans, qui s'occupe de sa maman qui a Parkinson, il me semble, et qui illustre avec un peu d'humour la charge de l'aidant et surtout cette charge mentale constante à laquelle font face les aidants. Donc je me disais que c'était pas mal pour illustrer cette notion de charge de l'aidant. C'est bon pour le son, ouais. Alors j'espère que ça va Tester, mais les aidants, tous ceux qui s'occupent d'un proche malade, handicapé, je trouve qu'ils se plaignent beaucoup de la soi-disant charge mentale, du burn-out des aidants, alors qu'en vrai, tout ce qu'on te demande, c'est d'être présent pour la personne, mais sans être étouffant, de gérer sa vie quotidienne sans l'infantiliser, de savoir tenir un planning, de lui préparer à manger tous les jours et d'être dispo si jamais elle fait une chute, d'être là aussi quand un infirmier annule à la dernière minute, de t'occuper de son ménage, de ton ménage à toi aussi quand tu rentres chez toi, de positiver, d'être dans l'écoute active, de penser à tout mais de laisser de la place à la spontanéité, de gérer du personnel à la maison et d'être bienveillant avec eux mais de savoir dire quand ça va pas, de devenir ambulancier, aide-soignant, infirmier, assistant social, cuisinier, psychologue, ergothérapeute, coursier, livreur, bref, de prendre soin d'elle, mais surtout de garder du temps pour toi, de prendre des jours de tété mais pas aujourd'hui, de lui faire boire 1 litre d'eau, mais pas trop vite, de la faire manger, mais pas trop salée, de la faire marcher, mais pas trop longtemps, de trier les papiers, de jeter les médocs, d'aller à la pharma, puis d'aller à une autre pharmacie parce qu'il n'y a plus d'antibio, de gérer les rendez-vous médicaux, de te souvenir des dates d'hospitalisation, de faire des comptes rendus réguliers, de faire attention à ce que toi tu manges, de faire du sport, d'avoir des loisirs, et d'avoir une vie sociale, mais de pas aller à ta soirée parce que maman va quand même pas rester toute seule, de te faire relayer par un bénévole mais de l'organiser, de prendre des aides à domicile mais de les mettre en place, de demander des aides sociales mais de faire 12 dossiers, de t'occuper d'elle et surtout de t'occuper de toi, c'est le plus important, t'as que 33 ans, faut vivre ta vie. Donc non, en vrai, franchement, charge mentale, moi je sais pas de quoi vous parlez. Voilà, comment on résume en 1 minute 30 la charge des aidants, donc voilà, qui est très bien faite avec humour, mais qui est assez représentative de tout ce qui tourne en permanence dans la tête des aidants sur plein de domaines. Ah, ça va remettre là. Je sais pas, c'est là, comme ça.
Alors, donc toujours sur la santé des aidants, on a plusieurs facteurs qui vont influencer le fait, la charge que l'aidant peut ressentir, qui peut être plus ou moins intense. Forcément, il y a la relation avec la personne aidée. Le lien de parenté si on est le conjoint, l'enfant, le parent, et puis cette proximité familiale ou amicale quand on n'est pas quelqu'un de la famille, mais en tout cas la qualité de la relation. Forcément, si la relation est déjà complexe à la base, ça va rajouter des complications en fait sur cette relation, et puis forcément augmenter cette charge ressentie. On a le fait que le fardeau et la charge ressentie augmentent avec le déclin de l'état de la personne. Plus on doit s'occuper de la personne aidée avec une perte d'autonomie où on voit que ça devient de plus en plus compliqué, forcément la charge ressentie va augmenter de pair. Et puis on a aussi le soutien disponible de la part d'autres proches. Il y a des aidants qui n'ont pas leurs enfants à proximité ou n'ont pas d'entourage, et forcément ça va être beaucoup plus compliqué que s'ils se sentent soutenus par des amis, des proches qui viennent aider de temps en temps, ou juste d'être un soutien moral. Alors cette charge ressentie, dans les études, on voit qu'elle est quand même plus accentuée chez les aidants conjoints. Forcément, on vit avec la personne, on est très impliqué. Alors il y a cette notion aussi d'âge et de perte d'autonomie. Et puis les femmes qui déclarent davantage d'effets négatifs de l'aide apportée sur leur santé par rapport aux hommes. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour savoir si notre charge ressentie, elle est importante ou pas, elle est intense ou pas, il y a un outil qui a été développé qui s'appelle l'édentomètre. Alors il est assez bien fait parce que finalement il est simple. On voit très clairement qu'on a 3 catégories. Donc si je suis dans le vert, c'est que ça va, j'ai encore assez de temps pour moi. Dans l'orange, il faut commencer à être vigilant et puis peut-être demander de l'aide. Et puis le rouge, c'est surtout attention, il faut agir et essayer de se protéger. Alors les phrases, peut-être pour vous donner quelques exemples, je peux voir mes amis et ma famille, ok, on est dans le vert, sachant que c'est graduel et puis ça peut être cumulé. Dans le orange, on va avoir je me sens fatiguée et angoissée, ou je me sens coupable quand je ne suis pas auprès de la personne aidée. Voilà, là, attention, déjà, point de vigilance. Et puis, le rouge, je n'ai plus de vie sociale et j'ai absolument besoin d'aide. Donc déjà, ça demande un travail quand même de savoir où on en est soi-même avec son état de santé, mais ça donne un peu des jalons pour savoir si effectivement il faut être attentif ou si ça a l'air d'aller. Voilà, donc pour information, l'édentomètre peut être intéressant. Oui. Alors il est disponible sur internet très largement en tapant juste édentomètre. J'ai pas les flyers là, mais il se retrouve très facilement. Juste en tapant le titre là, édentomètre. Je pourrais vous montrer après la conférence si besoin. Alors maintenant, que dit la recherche ? Il y a beaucoup de recherches qui sont menées ces dernières années sur les aidants parce que c'est un sujet quand même assez émergent ces dernières années avec des enjeux individuels et sociétaux qu'on va voir. Je vous ai détaillé un petit peu des éléments du vécu de l'aidant. L'idée ici, c'est de développer un petit peu plus. Déjà, on retrouve très largement un sentiment de culpabilité qui peut être vécu chez les aidants. Donc, c'est ce sentiment d'inadéquation entre son propre comportement et ses croyances et idéaux d'action. Pour vous illustrer quelques exemples, la culpabilité chez l'aidant, elle peut prendre plein de formes différentes. On peut culpabiliser à cause du comportement de l'aidant ou de l'aidé, une prise de médicaments qui va être compliquée, où on est toujours dans le conflit et on élève la voix, ça devient compliqué et après on s'en veut, on culpabilise, comportement inapproprié, que ce soit de l'aidant ou de l'aidé. De la culpabilité parce qu'on ressent des choses négatives, on est en colère contre la personne aidée, on pense du mal de l'autre parfois, ça c'est assez commun chez les aidants. De la culpabilité en lien avec les changements dans la relation, forcément la relation elle se transforme avec la maladie, c'est aussi des nouveaux rôles, que ce soit dans le couple ou dans la relation enfant-parent ou parfois les amis aussi. C'est beaucoup de chamboulements dans une relation et forcément il peut y avoir de la culpabilité.
La culpabilité du fait de mettre sa vie de côté, donc démissionner quand on est sur des aidants qui travaillent encore, de plus pouvoir faire ses activités, aller, je sais pas, à la peinture, voir ses proches, aller au café ou au bistrot. Culpabilité par la personne aidée elle-même, ça arrive selon les pathologies, mais on a des aidants qui font beaucoup de reproches parfois du fait de la maladie, et puis parce que voilà, c'est aussi beaucoup de chamboulements. Et puis la culpabilité induite par l'entourage. T'aurais dû faire comme ci, pourquoi t'as pas fait ça, etc. C'est des choses qui peuvent être aussi vécues par l'aidant et qui accentuent son sentiment de culpabilité. On retrouve aussi de multiples choses. La position d'expertise. Alors c'est vrai que l'aidant, parfois, tout le temps, c'est la personne la mieux placée en fait sur l'état de santé de son proche, surtout dans les relations de couple, ou en tout cas quand les personnes vivent ensemble. Elle la voit au quotidien. Donc forcément, vis-à-vis des professionnels de santé, il y a une expertise en fait qui est là. Et j'ai interrogé pas mal d'aidants et en fait tous sont très au fait des pathologies avec des termes très techniques. Ils sont très au fait de toutes les évolutions de la pathologie de la personne aidée. Une volonté d'aider et d'assumer toutes les responsabilités. Donc là, sur la diapo, je vous ai mis des petits extraits des entretiens que j'ai menés dans ma recherche avec les aidants. Donc là, on en a une qui illustre assez bien. Je suis là pour faire ce que je peux, tout ce que je peux, que ça ne se passe pas trop mal. Donc là, on est vraiment dans des situations d'aide au sein des couples. Mais voilà, la sensation de faire ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour assumer en fait cette responsabilité-là d'aidant. Le sentiment du devoir d'aide, donc on retrouve de façon assez prégnante chez les couples, avec cette illustration, je le fais, c'est mon rôle, je suis son mari, c'est le rôle de mari à femme, c'est tout. Pour moi, ça fait partie de la vie. Donc là, on voit que c'est finalement quelque chose d'induit avec une norme sociale. On va même pas se poser la question de mais est-ce que j'ai envie de prendre ce rôle-là ou pas. C'est quelque chose de complètement normal et qu'il faut assumer encore une fois. L'angoisse de la séparation et de la solitude aussi en cas de dégradation de la pathologie, ou même au quotidien quand l'aidant n'ose pas sortir faire autre chose et puis ne veut surtout pas quitter la personne aidée un court moment, alors que parfois c'est possible et que la personne est assez autonome. Cette notion d'indivisibilité, c'est une équipe et on devient un tout. Et en fait, ce rôle d'aidant, il devient une identité à part entière. On existe parce qu'on est aidant. Et finalement, ça prend toute la place par rapport à la relation avec la personne ou même l'identité qu'on a en dehors du domicile. On a aussi cette notion d'ambivalence qui ressort aussi dans le vécu des aidants. Alors ça, c'est particulièrement mon sujet de travail de thèse, mais l'ambivalence, c'est la coexistence d'une évaluation positive et négative, donc ça peut être envers un objet, une personne ou une situation. Et l'ambivalence, elle peut s'exprimer à différents niveaux, au niveau individuel, relationnel, institutionnel. Donc pour vous illustrer, on retrouve beaucoup de choses de l'ordre de l'amour et de la haine. On aime son proche, mais on le déteste parce que la situation fait que c'est très difficile à gérer. Les comportements sont compliqués. Ça, c'est des choses qui sont largement vécues par les aidants et qui rejoignent cette culpabilité finalement parce qu'on culpabilise de le détester alors que la situation fait que. La volonté de prendre soin de son proche, de se dédier à 100% pour la personne et en même temps la volonté de vouloir quand même vivre une vie ou exister en dehors de ce rôle-là qui crée donc des tensions pour l'aidant et crée de l'ambivalence. L'ambivalence, elle est influencée par plusieurs facteurs. Forcément, le comportement de la personne aidée, s'il y a beaucoup de comportements perturbateurs ou conflictuels, va accentuer l'ambivalence. Le genre, alors les femmes semblent être davantage concernées par l'ambivalence, et puis l'ancienneté de l'aide apportée. Plus on est aidant depuis longtemps, plus on a de l'ambivalence. Et puis cette ambivalence, elle va forcément jouer sur de la culpabilité, de la dépression parfois, et puis accepter à faire d'autres activités en dehors du rôle d'aidant. Voilà, donc ça c'est les choses qu'on retrouve dans les recherches scientifiques qui ont été menées jusqu'ici.
Petit focus sur le rôle du genre dans l'aide apportée, notamment dans les situations de couple. On a des vécus qui sont quand même différents dans le fait d'être aidant et d'apporter son aide en fonction qu'on soit une femme ou un homme. Pour les femmes, on voit dans les études qui ont été menées que la détresse est quand même plus accentuée pour les femmes que pour les hommes. Alors ça, c'était une étude qui avait été menée chez des couples dont l'un a un cancer, donc ça peut être des personnes de 40-50 ans, et donc la femme est plus souvent en détresse, qu'elle soit l'aidante ou la personne ayant le cancer. Dans tous les cas, on recense plus de détresse. Les femmes reçoivent moins de soutien moral et réalisent davantage de soutien émotionnel. On a un épuisement qui est accentué aussi, avec une qualité de vie reportée comme étant moindre que celle des hommes. Elles souffrent davantage de tensions de rôle, d'estime de soi et de stigmatisation, et puis elles réalisent davantage de tâches. Et puis pour les hommes, ils sont davantage affectés par un manque de préparation au rôle d'aidant. Voilà, cette sensation que ça leur tombe un peu dessus et d'être désemparés par cette nouvelle situation. Et ils souffrent davantage de fatigue, de manque de sommeil et de difficulté à exprimer leurs émotions. Alors tout ça, forcément, c'est des choses qui sont liées aux normes sociales, aux rôles qui ont été intériorisés par la société, parce que la femme est censée apporter un soutien émotionnel, etc. C'est un peu implicite et qui explique certains de ces points-là. Et puis, dernier élément, mais pas des moindres, la difficulté de s'identifier en tant qu'aidant. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu maintenant, le déni de l'aidant. Donc, je vous en ai parlé un petit peu avant. Considérer qu'il est normal d'aider son proche, de ne même pas se questionner sur est-ce que je peux et j'ai envie de prendre cette place-là. Et puis, des difficultés à se reconnaître dans le terme aidant. Maintenant, on l'utilise un peu, enfin très largement en tout cas. On l'entend un peu partout, ce terme aidant. Et finalement, il y a des aidants qui se savent aidants, mais qui n'ont pas envie de prendre cette étiquette-là. Parce qu'avant d'être aidants, ils sont l'enfant d'eux, ils sont le conjoint ou la conjointe d'eux, et c'est ce rôle qui fait qu'ils apportent leur aide avec plaisir. Mais cette étiquette d'aidant, elle est pas appropriée pour eux, et c'est vrai pour un certain nombre d'aidants. Et puis je vous ai remis une petite citation d'une personne qui dit voilà, il faut accepter d'être aidant. Au départ, je n'étais pas aidant, je faisais tout chez moi, mais je n'étais pas aidant. Ça ne se déclare pas comme ça se déclare un peu plus en avançant. Donc cette idée qu'il faut l'accepter, que c'est un long travail d'être aidant et de s'identifier en ça. Il y a un enjeu clairement pour les politiques publiques, les structures qui proposent du soutien aux aidants, d'amener les aidants à s'auto-identifier. Parce que si la personne ne se reconnaît pas comme aidante, on peut difficilement l'aider. Donc c'est important pour pouvoir les soutenir et puis forcément éviter leur épuisement. Dernière partie, donc comment on peut soutenir les aidants finalement. Je vais passer rapidement sur un peu l'historique, mais cette notion d'aidant, elle est assez récente, avec une apparition dans des textes de loi qui datent d'il y a 20 ans maintenant. En 2005, donc on rend officiel la place et le rôle des aidants. Donc là, c'était plus en lien avec les personnes handicapées. Et puis, la même année, le Code de l'action sociale et des familles et le Code de la sécurité sociale sont modifiés. On attribue une définition de l'aidant familial pour tout ce qui est prestations financières de soutien aux aidants de personnes handicapées, encore une fois. On a la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement 2016, où on a une définition légale du proche aidant, là du coup en lien avec les aidants de personnes âgées, et un droit au répit, donc le droit de se reposer pour les aidants, qui est officiellement reconnu. On a une première stratégie nationale qui date de 2020, donc c'est très récent, 2020-2022, avec 17 mesures qui sont organisées sous forme de 6 priorités, où on insiste sur l'isolement des proches aidants, le fait d'avoir des nouveaux droits, le fait de permettre aux aidants de concilier une vie personnelle et une vie professionnelle pour les personnes qui sont actives, avoir des solutions de répit, agir pour la santé des aidants et aussi épauler les jeunes aidants, donc ces jeunes qui viennent en aide à leurs parents ou un proche adulte.
Et puis, suite à ça, on a quand même la création de l'allocation journalière proche aidant qui va indemniser les aidants financièrement dans le cadre d'un congé proche aidant. Donc ça, c'est pour les personnes qui travaillent. Et puis, suite à ça, 2023-2027, donc 2027, la deuxième stratégie interministérielle, avec 6 nouveaux engagements, où là, on est sur des priorités un peu différentes. Encore accroître ces solutions de répit, et puis surtout la création d'un interlocuteur unique pour les aidants, parce qu'on s'est rendu compte que finalement il y avait beaucoup d'offres de choses qui sont déployées pour les aidants, et parfois on est un peu perdu, on ne sait pas vers qui s'orienter. Donc l'idée, c'est d'avoir un référent, une seule porte d'entrée sur les territoires qui puisse écouter les aidants et puis les orienter vers les solutions surtout qui soient adaptées à leurs besoins. Renforcer les droits, encore une fois, acquis d'expérience pour les proches aidants. Donc là, encore une fois, on n'est plus sur des aidants qui sont salariés, mais en fait reconnaître leur investissement comme des réelles compétences, parce que c'en est, et comment on peut les valoriser à la fois dans une vie professionnelle, personnelle, au niveau de la société. Donc c'est aussi une reconnaissance de ce rôle-là. On a aussi donc l'accès à des bourses pour les étudiants aidants, et puis encore une fois repérer les aidants. Donc ça vient en lien avec ce que je vous disais sur l'identification de ces personnes. Très rapidement, alors est-ce que ça fonctionne ? L'allocation personnalisée d'autonomie, donc qu'on appelle l'APA, qui est une aide financière qui dépend des revenus, du coût des aides qu'on prévoit de mettre en place et du GIR, donc je vous détaillerai ça juste après, mais c'est un soutien pour des dépenses assez nombreuses. Avoir des aides à domicile, du matériel pour adapter le logement, des fournitures pour l'hygiène, le portage de repas, de la téléassistance, de l'accueil temporaire à la journée pour la personne aidée ou en hébergement type EHPAD, des solutions de transport lorsque nécessaire. Donc voilà, il y a quand même un large panel de soutiens qui peuvent se mettre en place, qui dépendent de certaines conditions forcément. Le GIR, parce que je vous l'explique très rapidement, parce que ça c'est assez commun dans les demandes de financement, mais l'autonomie de la personne est classée en 6 catégories. 6 étant la personne est totalement autonome, et 1, la personne est totalement dépendante. C'est un score qui est calculé selon plein de paramètres, le fait de savoir s'orienter, de savoir s'habiller, de pouvoir cuisiner, faire le ménage, se déplacer, etc. Bon voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte pour estimer et classifier la personne dans un GIR, et forcément on aura plus ou moins d'aide financière selon le GIR de la personne aidée. Voilà pour ça. Une autre ressource qui peut être utile, notamment quand on ne sait pas trop vers qui s'orienter, Ma Boussole Aidant, qui est un site internet qui, alors là vous avez un peu les catégories en bas qui vous sont proposées, comment je peux trouver un service adapté, comment je peux trouver de l'aide financière, comment je peux me renseigner, être guidée. Voilà, vous avez plein de catégories, et ça peut un peu permettre d'avoir un panel global de comment on peut se faire soutenir. Alors là c'est un site internet, et puis pour les personnes qui n'ont pas forcément accès à Internet, on a la chance d'avoir sur le territoire stéphanois d'Anaïker, ce qui est une association qui est un guichet unique qui est dédié aux proches aidants. Donc en fait c'est un lieu où on peut vous accueillir, il y aura quelqu'un pour vous écouter et surtout pour vous orienter, voir avec vous quels seraient vos besoins, et puis de vous proposer des solutions adaptées. On a plein de choses dans la Loire qui sont mises en place. La seule chose, c'est qu'il faut téléphoner pour avoir un rendez-vous, hein. Mais ils ont 2 lieux, donc à Letras et à Saint-Étienne, avec des assistantes sociales, des psychologues qui sont là pour vous guider, avec une antenne mobile qui va se déplacer un petit peu dans les petits villages de la Loire. Donc ça, c'est vraiment le point de départ pour se faire aider quand on ne sait pas trop où donner de la tête. Danaïker est vraiment la ressource la plus simple. Il y a, comme je vous le disais, plein de choses qui se sont mises en place pour les aidants. On peut parler par exemple des cafés des aidants, qui sont des groupes en fait de discussion. En général, c'est 1 fois par mois, qui sont animés par un professionnel, une personne bénévole, mais en tout cas qui est toujours formée par l'Association française des aidants, donc qui a mis en place ces cafés. En fait, ça permet tout simplement de rencontrer d'autres personnes qui vivent qui sont dans la même situation,
de pouvoir échanger autour du fait d'être aidant, des difficultés. C'est un cadre très bienveillant et convivial et qui permet un petit peu de pouvoir souffler et s'exprimer librement sur sa situation. On a des formations pour aidants aussi, où là on est plus sur la volonté de mieux comprendre la maladie. Par exemple, quand on est confronté à la maladie de Parkinson ou Alzheimer, on ne sait pas trop, on ne comprend pas les comportements de la personne, etc. Ça peut être compliqué. Donc les associations comme France Parkinson, France Alzheimer, etc. proposent des cycles d'ateliers pour mieux savoir comment accompagner en fait son proche, comment on peut se faire aider et surtout comment mieux vivre cette situation-là. Donc voilà, se rapprocher des associations de pathologie, c'est assez efficace pour ça. Autre exemple, très rapidement, mais il y a souvent des ateliers bien-être pour les aidants ou en DIAD aussi, aidants-aidés qui sont mis en place, des permanences d'écoute. Donc globalement, pour trouver ces ressources, c'est les associations de patients, les CCAS, les plateformes de répit et parfois les associations sportives ou les associations de seniors. On a l'OSPA sur Saint-Étienne par exemple. Et puis enfin, les solutions de répit qui sont quand même, ont de nombreux avantages pour l'aidant et pour l'aidé. Pour l'aidant, c'est de pouvoir souffler un petit peu, avoir un relais à domicile ou en dehors, mieux concilier toutes les contraintes avec avoir des actes du quotidien pour effectuer des démarches et puis avoir du temps pour soi surtout et prendre soin de sa santé. Et puis pour la personne aidée, c'est bénéficier d'activités, d'avoir une vie sociale aussi, même si on est malade ou en perte d'autonomie, sortir du quotidien et puis rencontrer d'autres personnes. Le répit des aidants, il se concrétise en plusieurs formats d'aide possibles. On a l'accueil de jour ou de nuit. Alors ça sera dans des structures. On va être, par exemple, en EHPAD. Il y a des EHPAD qui accueillent à la journée, un jour par semaine, des personnes aidées qui sont à domicile. Donc voilà, la personne est prise en charge, fait des activités et pendant ce temps-là, l'aidant peut vaquer à ses occupations et faire des choses sans avoir cette charge de s'occuper de la personne en plus. Et puis on a un accueil aussi qui peut se faire de nuit. L'hébergement temporaire, où là on est sur des durées plus ou moins longues, donc quelques jours à quelques mois, quand la personne aidée sort d'hospitalisation, quand l'aidant doit se faire hospitaliser, quand il y a une période difficile, ça peut être d'un soutien. Le relais à la maison, il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place, mais forcément les aides à domicile de jour ou de nuit qui viennent, et puis le baluchonnage pour permettre à la personne aidante de partir un jour, quelques jours, quand c'est nécessaire. Et puis il y a même des séjours de répit pour partir en vacances avec son aidé ou seul. Mais en tout cas, il y a des dispositifs qui sont mis en place en ce sens-là. Dans la Loire, on a 2 plateformes de répit, au Chambon-Feugerolles et à Rive-de-Gier. Donc pareil que Danaïker, c'est des endroits où vous pouvez vous rendre et on va vous orienter, vous guider, surtout vous écouter, vous proposer des solutions qui sont adaptées à vos besoins ou juste vous écouter et pas forcément vous proposer de solutions si vous n'en avez pas envie. Voilà. Et pour conclure, parce que je crois qu'on arrive à la fin, petite question qui m'avait été posée lors d'une conférence. Si j'appelle mon parent tous les jours car il se sent isolé ou déprimé, je ne suis pas à proximité, suis-je aidante ? Et ça pose la question de à partir de quel moment est-ce qu'on est aidante ? Est-ce que si j'apporte du soutien moral tous les jours, je suis aidant ? Alors si on reprend la définition, oui, parce que j'apporte une aide fréquente et régulière, c'est du soutien moral. En revanche, et c'est là où c'est compliqué, c'est que comment le vit la personne. Si c'est lourd, si c'est une charge, ça l'empêche de faire d'autres choses dans son quotidien, bah oui, on peut considérer que la personne est aidante, il y a une charge de l'aidant. Et puis, si c'est quelque chose de très agréable et puis que finalement, c'est pas du tout perçu comme tel et que isolée, déprimée ou pas, elle appellerait quand même tous les jours, et ben la personne se sentirait pas forcément aidante. Donc voilà, c'était juste pour illustrer en conclusion la difficulté à s'identifier en tant qu'aidante et puis cette frontière qui est assez floue sur est-ce qu'on est aidant ou pas et à partir de quel moment. Voilà pour ça.
Alors, je vous mets à disposition un petit QR code pour les personnes qui ont un smartphone, un petit questionnaire de satisfaction. Sinon, on a des formats papier, si vous voulez. Et puis, je pense qu'on peut avoir 5 minutes pour les questions, s'il y en a. Oui. Bonjour. Max power, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, set it on faster than ever. If I ever lose, set it on bigger and better. Hitting all the goals that come bigger, bolder, faster.